deutsche Stadt. Ade. Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuß. Jetzt nimm noch den letzten entscheidenden Fuß. Alors Olivier, tu en es où dans cet entretien avec Pauline Brosset? Bah écoute, je suis bien embêté parce que j'avais fait 2 séquences d'introduction et elles sont toutes les deux loupées. Alors je sais pas comment faire. Tu vois, j'en avais une, j'étais devant chez elle et puis je commence à parler de où on est, etc. Alors là, ratage total, je suis trop loin. Tu as une aération dans la cour qui fait ki. Alors là, je peux même pas l'utiliser celle-là. Et puis la deuxième, j'arrive, tu sais, chez Pauline. Tout à fait. J'avais complètement loupé la balance des blancs. Et puis, tu arrives chez elle, c'est jaune. Voilà, je ferme la porte. Bonjour Pauline. Bonjour. Comment vas-tu? Vraiment jaune, alors je sais pas comment faire. J'ai une idée. Ouais. Pourquoi tu ferais pas quelque chose de complètement différent? Comme quoi? Je sais pas, on pourrait être dans un parc les deux. Et Ouais. moi, je te parlerai de cet entretien. Ouais, Et tu pourrais faire une sorte de flashback. ouais. Et Ah, ce qui ouais, te permettrait ouais, de ouais. retomber sans avoir de problème de D'accord, concordance, d'accord. etc. Ah ouais, genre un flashback, genre un effet où l'écran devient un peu flou et puis on Tu m'as revient pas en dit que t'avais arrière. un rêve? Ah mais si, un truc que j'ai toujours rêvé de faire avec la caméra, c'est de me téléporter, tu vois. Ah, je pourrais faire je vois ça, donc on est dans le parc, comme ça on est en train de discuter, et puis hop, je disparais et je me retrouve avec Pauline en train de parler de chapeau. Super, Alors attends, vas-y. super idée. Alors Pauline, on est ici face à un mur de chapeaux. Ça, ces chapeaux-là, ça sert à quoi? C'est pour montrer aux personnes qui arrivent ici ce qu'ils peuvent avoir, ou bien ce sont des commandes en attente? Voilà, en fait, ce sont des prototypes qui me servent pour faire les essayages. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces chapeaux ont soit une couleur différente, une largeur de bord différente, une hauteur de calotte et plein de finitions différentes. Et donc en fait, ces modèles-là me servent pour les essayages, pour que la personne qui me commande un chapeau sur mesure puisse un minimum se projeter, et moi aussi pour voir ce qui fonctionne avec sa silhouette. Et après, doucement, voilà, avec les caractéristiques des uns et des autres, on va pouvoir construire en fait le modèle pour la personne en mesure. D'accord. Mais comment ça se passe? Alors, imaginons que je sois un client, j'entre ici, et puis comment ça se passe quand tu accueilles quelqu'un? Quels sont les premiers mots? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient avec une idée en tête? Quel type d'idée? Raconte-nous un peu les différentes Alors, il y a étapes. plusieurs cas de figure. Il y a des personnes qui vont venir avec une idée extrêmement précise de ce qu'ils veulent, parfois même avec un petit croquis, des images, des visuels, etc. D'accord. Et donc, l'idée, ça va être d'adapter en fait cette envie à la morphologie de la personne. Donc là, on va vraiment discuter des détails techniques, des finitions, etc. Ouais. Mais il y a aussi des gens qui vont arriver, voilà, ils veulent un chapeau, ou une casquette d'ailleurs, Ouais. mais voilà, sans trop d'idées. Sans trop Et donc là, en fait, on s'assoit, on discute. Mhm. Et là, en fait, j'essaye de cerner la personne, de voir quels sont ses besoins, ses envies, et en posant toute une série de petites questions, en leur montrant des exemples, etc. En fait, petit à petit, en fait, on va dessiner et décider du modèle ensemble. D'accord. Donc, comment tu fais pour ça? Il faut faire preuve de psychologie. C'est pas seulement la physionomie de la personne, hein, j'imagine. C'est plus, tu regardes ce qu'elle porte, Voilà. Ouais. tu regardes un peu ce qu'elle te raconte sur elle, tu écoutes ce qu'elle te raconte sur elle. Voilà, et en fait j'essaie aussi d'adapter le vocabulaire parce que chacun a son propre vocabulaire. Donc je vais avoir des clients qui vont s'y connaître un peu en chapellerie, d'autres pas du tout. Donc ils ne vont absolument pas maîtriser les termes. Donc ce qui va être important, c'est d'être sûr qu'on parle de la même chose. Donc je vais d'abord leur expliquer comment je fabrique le chapeau, de leur dire que ça c'est une calotte, ça c'est un bord. Donc si je leur parle de hauteur de calotte, petit à petit ils vont comprendre de quoi je parle. Et moi je vais traduire aussi leurs mots et leur montrer. Voilà, par l'essayage. Donc tu fais œuvre d'éducation en même temps. Un petit peu, ouais. D'accord. On ressort de chez toi non seulement avec un chapeau, mais avec plus de vocabulaire et avec la compréhension de ce que tu fais. En fait. Voilà, ouais. C'est en important tout cas pour la bien première se commande. comprendre. Ouais, tout à fait. D'accord. Et alors, donc je viens, je veux. Ça se passe comment? Des gens viennent en te disant je veux le chapeau de telle personne dans telle série, ou bien je veux le chapeau comme avait mon grand-père, ou il y a beaucoup de souvenirs d'enfance aussi. Voilà, alors c'est vrai que le chapeau ça appelle beaucoup effectivement des vieux souvenirs. Ouais. Voilà, le grand-père, le père, quelqu'un de la famille, etc. Mais c'est de moins en moins vrai.
Ouais. Parce qu'il y a toute une nouvelle génération en fait, de gens où leurs parents ne portaient pas de chapeau. Leurs Ouais. grands-parents n'en portaient déjà plus. Donc en fait, ce sont des gens en fait, qui se sont affranchis de tous ces codes-là. D'accord. On n'est plus dans la casquette pour l'ouvrier, le chapeau pour le notable. En fait, tout ça, pour toute une nouvelle génération, ça n'existe plus. Donc en fait, on est libre. Et voilà. Donc après, selon le rythme de vie de la personne, par exemple, quelqu'un qui va être souvent en 2 roues, c'est vrai qu'un chapeau, c'est pas pratique. Donc là, on Ouais. va être plutôt sur une casquette. En fait, voilà, l'idée, c'est vraiment d'adapter le couvre-chef à la vie de tous les jours. Parce que ce qui est important pour moi, c'est de faire un chapeau pour quelqu'un, mais qui ne le laisse pas dans son placard après, qui vraiment se l'approprie et que ça fasse partie de son identité. Oui, ce que tu veux, c'est que ça devienne son objet favori, en fait. Voilà. Qu'il ne puisse plus s'en passer. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des gens qui sont tellement habitués à porter un chapeau. On a des clients qui me racontent que le jour où ils vont sortir faire leurs courses chez le commerçant du coin et qu'ils vont sortir tête nue, à la limite, le commerçant ne va même pas les reconnaître, tellement que le chapeau, en fait, ça identifie le personnage, entre guillemets. D'accord. Donc, toi, ce que tu crées, c'est même pas des chapeaux. C'est que tu offres à la personne qui vient de te voir la matérialisation d'une partie de son identité, en fait. Voilà, c'est ce que j'essaie. Ouais. C'est ça mon but à chaque fois, en fait. D'accord. Et alors, comment s'établit ce dialogue C'est pas... c'est vraiment un dialogue, hein. C'est pas un rapport de force, t'es pas là pour imposer tes idées, Non. tu écoutes, mais comment ça se passe pour la première commande, encore une fois, quand tu as une personne qui arrive, j'imagine qu'il y a un peu de réticence ou de timidité, quelqu'un qui n'est pas très sûr, est-ce que je suis fait pour porter un chapeau, est-ce que j'ai la tête pour porter un chapeau, ou l'éternel, je n'ai pas une tête à chapeau, ouais. ou toutes ces choses-là. En fait, ce qui est important, c'est tout de suite, je mets la personne à l'aise. C'est-à-dire qu'il faut désacraliser aussi un peu le côté sur-mesure, chapeau, etc. C'est-à-dire que le client est avant tout là pour se faire plaisir. Donc il ne faut pas se mettre de pression inutile. Donc moi, ce qui est important, et ce qui va me permettre après de mieux travailler, c'est que la personne se sente à l'aise de me dire vraiment tout ce qu'elle a envie de me dire. Ouais. C'est-à-dire que si je lui fais un essayage, si je lui essaye par exemple, n'importe lequel chapeau, et que je vois qu'elle n'est pas complètement convaincue, j'ai pas envie qu'elle me dise oui pour me faire plaisir. Parce qu'après le modèle, à l'essayage, une fois que je vais le faire, ça va pas fonctionner. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment que la personne se sente libre de me dire ça me plaît, ça me plaît pas, pourquoi, et voilà, et on discuter. Donc quand je reçois quelqu'un, on s'assoit, on discute, et voilà, j'essaye d'apprendre à connaître un petit peu la personne rapidement pour pouvoir cerner, voilà, de voir en fait ce qui lui plaît avant même qu'elle puisse me le dire. Mais il faut aussi que la personne te fasse confiance, parce que si tu vois que ça ne va pas lui aller, malgré toutes les idées, les désirs que cette personne a, il faut que tu puisses lui dire, et il faut qu'elle puisse t'écouter aussi. Et c'est à moi de la rassurer. C'est à moi de lui dire, écoutez, on peut partir sur cette idée-là, si après ça ne va pas, de toute façon, on est en mesure. Donc on fait des retouches, on peut revenir, il n'y a rien de définitif. Donc voilà, vraiment surtout pas mettre de pression au départ. Bon après c'est vrai que si je vais faire un modèle et qu'au final je le livre et que la personne me dit non, je veux dans une autre couleur, bon, là, effectivement, c'est un peu plus compliqué, mais on n'en arrive pas là. Si on a bien discuté avant, il y a rarement de soucis. Et si une personne vient, qu'elle veut un chapeau, alors qu'elle ne porte que des casquettes et que, vraiment, en discutant avec cette personne, tu te rends compte que fondamentalement, elle ne veut pas un chapeau ni alors une là, casquette. il faut gagner du temps. Ça veut dire qu'il faut que l'idée fasse son chemin dans la tête de la personne. Donc moi, je vais lui expliquer, je vais lui donner mon avis, mais je vais surtout pas mettre de deadline ou quoi que ce soit. Je vais vraiment en fait, il faut le laisser venir à sa propre réflexion, en fait. Donc moi, je vais lui dire ce que j'en pense et je vais lui dire frontalement, dire à un moment donné, si vous me demandez un chapeau, mais que finalement vous ne voulez porter que des casquettes, je ne vais pas aller plus loin. Je vais stopper en fait le processus tout de suite pour le laisser réfléchir, pour mieux revenir ensuite. Voilà, il ne faut jamais se précipiter parce que sinon c'est du travail, ça sera du travail mal fait. D'accord. Alors, ici on a des chapeaux, on va également montrer des casquettes. La particularité chez toi, c'est que tu travailles que le feutre de castor, je crois. Oui, exactement. Parce qu'un chapeau peut être fait de différentes matières. Voilà, donc en fait en prêt-à-porter, on trouve souvent du feutre de laine. Ensuite, un peu plus haut de gamme, on a le feutre de lapin. Et c'est vrai que du coup, ensuite, on trouve le feutre de castor. Donc moi, je travaille que cette matière-là déjà parce que c'est un vrai plaisir à travailler, très égoïstement pour mon travail. Et ensuite pour le client parce que ça va être un chapeau qui va être plus léger, qui va être plus chaud, plus imperméable et qui va mieux résister dans le temps. Enfin, il a vraiment toutes les qualités.
Et donc c'est un travail, enfin c'est un chapeau, si vous voulez, on peut le travailler une première fois, la personne peut le porter pendant 5 ans, et si au bout de 5 ans la personne s'est lassée de sa forme, je peux même le remouler pour en faire un autre avec la même matière première. D'accord. Parce que la matière, elle bougera pas. D'accord. C'est une matière qui est idéale pour un chapelier. C'est une matière qui est dure à trouver aujourd'hui. C'est assez compliqué, ouais. 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 Il y a très peu de fournisseurs, mais même dans tout ce qui est feutre en général, et en chapellerie, tous les petits matériaux de la chapellerie sont de plus en plus difficiles à trouver. Alors un peu moins maintenant, parce que comme ça revient un peu à la mode, on va retrouver des gens qui vont même refabriquer des outils, etc. D'accord. Mais il y a quelques années, pour trouver un outil, il fallait faire des brocantes. D'accord, oui. Maintenant, c'est un peu moins le cas. D'accord. Donc ça, c'est pour le chapeau. Pour la casquette, tu as plus de latitude ou bien quels sont les... Je vais en prendre quelques-unes derrière moi. Un exemple. Alors pour la casquette, en fait, ça fonctionne comme le vêtement. C'est-à-dire qu'on fait un patronage et après, on découpe le tissu, ce qu'on appelle du coupé-cousu. En fait, tout ce qui est chapeau en feutre, on travaille par moulage. Et là, c'est en coupé-cousu. Donc du coup, on peut faire ce qu'on veut. C'est-à-dire que même si, là j'ai eu récemment dans mes demandes un jeune homme qui a des dreadlocks, donc du coup ça lui fait un tour de tête énorme, mais vu qu'on dessine le patronage à chaque fois, on peut faire la taille qu'on veut. Donc là du coup les versions sont infinies en fait. D'accord. Et alors donc différentes façons de travailler la casquette, le chapeau, mais on est sur le même métier ou bien historiquement il y avait une différence entre ceux qui faisaient les casquettes, ceux qui faisaient le chapeau? Pendant les grandes années de la chapellerie, ça a été vraiment 2 métiers différents. Il y avait les casquettiers et les chapeliers. Ouais. De la même façon que le chapelier, dans certaines maisons, faisait simplement le moulage, et ensuite on avait la modiste qui venait coudre toutes les petites garnitures, etc. Maintenant, ça a changé encore un petit peu. C'est-à-dire que maintenant, on va dire que la modiste va travailler pour la femme, le chapelier pour l'homme. D'accord. Alors après, il y a encore d'autres différences un peu techniques. Ça veut dire que moi, en chapellerie homme, je vais travailler le chapeau en une seule fois. Il n'y a aucune couture, le feutre à aucun moment n'est coupé. D'accord. Une modiste, elle, souvent pour les formes, en fait, pour les femmes, on va avoir des grands bords, des formes un peu plus spectaculaires. Et donc là, pour des soucis techniques, la modiste va être obligée de couper, de séparer la calotte du bord pour les travailler indépendamment. Et ensuite, elle va les recoudre ensemble. Donc c'est ça aussi qui différencie les 2 métiers. D'accord, d'accord, très bien. Et alors on va voir tout ça, toutes les différentes étapes de fabrication du chapeau, de la casquette, mais simplement tu peux nous redire quelques termes techniques pour qu'on puisse savoir comment parler du chapeau, comment parler d'une casquette. Alors déjà, une casquette, ces formes-là, il y a beaucoup de gens qui appellent ça des bérets parce qu'on a un côté un peu, la calotte qui plonge un peu sur le côté, etc. Voilà. Et en fait, ce qui définit la casquette, c'est que dès l'instant où on a une visière, même si la calotte la cache, ça reste une casquette. Ce n'est pas un béret. D'accord. Ça serait un béret si on avait vraiment juste cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce que les gens ont plus tendance à confondre. Voilà. Et donc ensuite, on a différents patronages. Donc là, par exemple, on a une 8 côtes. Donc on a 8 tranches. Alors après, on rajoute un pied. Là, en l'occurrence, il est en cuir, comme la visière et comme petit bouton. Après, c'est que des dérivés. Doublé, non doublé ou... Voilà, on peut doubler, on peut mettre des caches-coutures, si on a quelqu'un qui a un vide chaud à la tête, par exemple. Et donc là, on peut travailler de la laine, on peut travailler du lin. On peut travailler tous les tissus. Tout, du tweed, après, etc. Du coup, moi, pour l'homme, ça va surtout être du tweed, des lainages, du lin, du coton. Mais dans l'absolu, du cuir, mais dans l'absolu, on peut, du moment que c'est un tissu, on peut le monter en casquette. D'accord. Alors ça, c'est pour la casquette. Et pour un chapeau, alors que faut-il savoir pour parler d'un chapeau? Alors pour le chapeau, donc là, en fait, on a toute la partie calotte, et ensuite toute la partie, c'est le bord. D'accord. Voilà, donc on va parler des différentes parties. Moi, quand je vais faire un essayage, en fait, comme tout est modulable et que en fait, toutes ces formes, je les fais à la main levée, je n'ai pas besoin d'un moule en fait pour faire tout ça. Du coup, en fait, on peut définir la hauteur devant, la hauteur côté, les formes du dessus, en dessous, la forme du bord, etc. Donc là, après, moi, je le montre en fait au client. Et avec les prototypes qui sont derrière moi, je lui mets sur la tête pour lui montrer en fait ce que donnent toutes ces finitions en fait. D'accord. Donc pour bien comprendre, on n'est pas sur ce qu'on appelle communément de la demi-mesure. On ne vient pas ici pour choisir la couleur du liseré, dire je veux un fedora avec du rouge ici, du vert ici. On est vraiment sur
du vrai sur-mesure, Voilà. où tout est fait en fonction de la morphologie, de la physionomie, du style de C'est-à-dire vie que de pour la personne, chaque de son visage. caractéristique, je vais poser la question au client. Il n'y a rien qui va être normalisé en fait. Chaque chose, je vais lui faire choisir. S'il ne le sait pas, s'il n'a pas de réponse à me donner parce que ça lui paraît trop flou, etc., dans ce cas-là, c'est moi qui prends la décision par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que la personne me dit. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je rassure le client en disant je peux peut-être me tromper. Moi, je pense que c'est ça qui vous correspond. Allons-y, on verra bien l'essayage. D'accord. Quand un client revient plusieurs fois, comment ça se passe parce qu'en fonction de l'usage et du type de chapeau, tu es obligé de... Les mesures sont prises, ça je pense que c'est bon. Oui. Mais tu es obligé tu peux pas avoir un même modèle pour une seule personne. Tu es obligé de refaire complètement une partie du modelage, ou bien une fois que le premier chapeau est fait, on est sur pas des automatismes, mais quelque chose d'un peu plus... En fait, ça dépend parce que je vais avoir un client, une fois qu'on va avoir trouvé sa forme, ses finitions, enfin vraiment sa forme en général, et que le client l'a vraiment adopté, et qu'il vraiment le porte tout le temps, après lui il va revenir et va me redemander en fait son modèle, mais dans des coloris ou avec des finitions différentes, pour assortir à toute sa garde-robe. Donc là, quand c'est comme ça, à la limite un seul coup de téléphone suffit. Me dire voilà Pauline, je veux exactement ce chapeau là, mais cette fois vous allez me le faire en noir, vous allez me le faire en vert ou n'importe quoi. Et dans ce cas là, moi de toute façon j'ai toutes mes notes, souvent en plus je me souviens de la personne, parce que comme je passe du temps à discuter avec le client, c'est quand même extrêmement rare que j'en ai aucun souvenir. Enfin, Une personne qui vient ici pour une première rencontre reste combien de temps généralement? Le premier rendez-vous en général ça dure quand même 1 heure. 1 heure. Ouais. Donc tu prends vraiment ton temps pour découvrir la personne. Puis en plus c'est la partie la plus agréable du métier, de discuter avec le client, d'échanger. C'est toujours sympa parce que quand on est artisan, on travaille tout seul dans son atelier. Donc c'est vrai que le moment où le client vient, pour nous c'est aussi agréable d'avoir... Parce que parfois c'est le client qui va nous donner une idée qu'on n'aurait pas eu tout seul. Enfin, il y a un vrai échange, donc en fait on profite vraiment de ces moments-là pour en apprendre un maximum. Et pour le client, c'est aussi une satisfaction particulière de pouvoir discuter avec toi, de pouvoir apprendre sur le produit. Donc ici, on n'est pas face à quelqu'un qui vend un chapeau, on est face à quelqu'un qui fabrique un chapeau de A à Z et en fonction de la personnalité qui nous représente. Voilà, c'est ça. Ta signature. Ta signature à toi, la signature Pauline Brosset. Comment est-ce qu'on reconnaît un chapeau Pauline Brosset? Alors moi ce que j'aime bien, c'est, je vais reprendre celui-là, c'est de mettre en fait donc, toutes mes doublures, qu'on appelle coiffes en chapellerie, sont en soie sauvage. Parce que c'est un tissu naturel, donc ça laisse respirer la tête. On ne se retrouve pas dans une doublure satin 100% polyester, pas très agréable. Et en même temps, la soie sauvage, parce que comme elle est assez rigide, elle se place bien dans le fond du chapeau. Et comme un gentleman est obligé d'enlever, de remettre son chapeau sur la tête plusieurs fois dans la journée, autant soigner autant l'intérieur que l'extérieur. Donc j'aime bien que l'extérieur soit un peu reconnaissable avec des couleurs qui sortent un peu de l'ordinaire. Donc tu soignes l'extérieur comme l'intérieur. Voilà, parce que le monde de la mesure est très classique, mais en même temps on est aussi là pour s'amuser. Et puis la particularité souvent de l'artisanat, du vrai travail sur mesure, c'est que des détails, il y a une foultitude de détails qui restent cachés la plupart du temps et puis qu'on découvre quand on explore un peu plus l'objet. Il y a des clients qui vont demander une petite pochette dissimulée dans la doublure ou des petites choses comme ça. Des choses qui n'appartiennent qu'à eux. Alors donc ça c'est une de tes signatures, les surpiqûres, c'est aussi... Oui, je suis assez fan, j'ai un peu une obsession très développée pour la surpiqûre. Notamment celui-ci aussi. Ça plus en détail. Voilà, celui-là je l'ai entièrement surpiqué, calotte et bord. Les surpiqûres ici sur tout le bord et puis également sur la calotte. Mais ça reste... Alors c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que ça reste discret, c'est pas un... Voilà, moi j'aime bien quand les détails sont un peu travaillés. Flashy, mais voilà. Arrondi, c'est magnifique. Une fois qu'on a le nez dessus, on voit que c'est un peu travaillé. Ce qui est important, c'est d'extérieur, pour que ce soit quelque chose que la personne puisse mettre tous les jours. Voilà, il ne faut pas non plus que ce soit complètement extravagant, mais on peut être classique et en même temps essayer de travailler, trouver des petites finitions qui changent de ce qu'on peut voir d'habitude. D'accord. Et alors,
est-ce que tu as tes clients, qui sont-ils? Est-ce que tu as des obsessionnels, des gens qui vont te commander des dizaines de chapeaux ou de casquettes? Il y en a. Il y en a. Bon. Mais après, moi, ça, c'est mon plus grand plaisir, en fait, c'est de voir un client qui revient. Ouais. Même si c'est quelqu'un voilà, qui va se dire, je vais avoir un chapeau et puis c'est tout, qui, voilà, avec moi, va redécouvrir ça et du coup, va se prendre de passion pour ça et en commander plusieurs. Donc après, il y a ceux qui vont être fidèles à leur modèle et qui vont le décliner de 1000 façons possibles. Et après, j'ai aussi toute une partie de ma clientèle qui vont commander une casquette, puis un chapeau, puis encore une casquette, voilà, qui vont adopter le couvre-chef au sens large du terme. Donc ça, c'est un plus grand plaisir pour moi, c'est de me dire que voilà, une fois qu'ils viennent ici, ils ne vont pas aller ailleurs. Voilà, donc ils ressortent pas avec un objet qu'ils vont porter une seule fois, à un mariage ou à un événement particulier, mais ils ressortent avec un objet qui va devenir une partie de leur personnalité, comme tu disais, le poissonnier, le boulanger, si un jour cette personne vient sans son chapeau, on la reconnaît pratiquement plus. Bon. Bah, c'est ça mon défi, c'est ça. Ouais. Bah, je suis très satisfaite quand je sais que j'ai réussi à faire ça. Quand le client revient me voir après, et que, voilà, il a toujours le chapeau sur la tête, qu'il l'a pas mis juste une ou deux fois à une soirée. Enfin, pour moi, la difficulté, elle est là, en fait. D'accord. Donc, quand c'est réussi, c'est super. Si tu veux bien, on va passer juste à côté et puis on va regarder un peu plus en détail quels sont les outils que tu utilises. On va rentrer un peu plus dans le cœur du métier, des instruments de torture, comme je le dis pour plaisanter, qui permettent de prendre des mesures et puis ensuite de travailler ton chapeau et puis tes casquettes. Très bien. On y va? C'est parti.